Bonjour, bonjour à tous. Merci à l'équipe de Simu Santé de m'avoir invité à partager avec vous des interrogations, en fait. Des interrogations. J'ai appris la pédagogie ici. Alors, on dit merci maman, donc je ne sais pas. Et puis avec Rémi, merci papa. Et en s'intéressant à ces histoires autour du débriefing en simulation, on a évoqué un certain nombre de choses que je voudrais partager avec vous. Alors, le dernier colloque des CESU, la thématique, c'était oser. Alors, je vais oser le partager avec vous et on va bien voir ce que ça va donner. Alors, le débriefing, première question, est-ce que ça sert à quelque chose? On pourrait se poser la question, on parle beaucoup de simulation, au milieu il y a le débriefing, est-ce que ça sert à quelque chose? Alors on va aller vite, réponse oui. Réponse oui, exemple, l'étude de Georges Salvodelli, dans le groupe contrôle, pas de débriefing, pas d'apprentissage. Donc là, hop, on ne va pas s'appesantir sur cette chose-là, le débriefing c'est quelque chose d'important. En fait, la véritable question n'est-elle pas qu'est-ce que c'est qu'un débriefing efficace? Petite question, est-ce que ça vous est arrivé, ce qui m'est arrivé la semaine dernière, journée de simulation équipe pluriprofessionnelle, type service d'urgence, type service de réanimation, et à la fin de la journée, phase de synthèse de la journée, on arrive, et puis notre fameux, alors c'est quoi le take-home message que vous retenez de la journée? Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Et là, on est très fiers de nous, de cette journée de simulation, et nos apprenants nous disent qu'il faut communiquer en équipe. Alors là, le monde s'effondre. Tout ça pour ça. On a fait une journée de simulation ensemble, avec des beaux débriefings, belles simulations, et ils retiennent qu'il faut communiquer en équipe. Mais ils savaient déjà à 9h du matin. Donc, est-ce que notre débriefing a été efficace, voire même, est-ce que notre pédagogie, notre outil pédagogique et la simulation a servi à quelque chose? Donc, on va essayer de se poser 3 questions, en fait. Où est-ce qu'on en est dans le débriefing par rapport à cette notion de débriefing efficace? Puis après, on ira faire un petit tour du côté des sciences de l'éducation pour revenir après sur les notions de débriefing. Alors, où en est-on dans le débriefing au jour d'aujourd'hui? Cette question, qu'est-ce que c'est qu'un débriefing efficace? Comment on fait un débriefing? Un certain nombre d'auteurs se sont posés. 8 méta-analyses et revues de la littérature ont été réalisées depuis 2013 pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un débriefing efficace? Comment fait-on un débriefing en simulation? Les réponses, les voilà, en 5 éléments. Premièrement, le débriefing, c'est un élément central de l'apprentissage par simulation. Pour les extrêmes, pas de simulation sans débriefing. Pour les encore plus extrêmes, la simulation n'est qu'un prétexte au débriefing. Georges Salvodelli et de mémoire Marcus Rall pour le deuxième. Deuxièmement, la vidéo, c'est bien, mais ça n'apporte rien. La vidéo dans le débriefing, il n'y a pas de supériorité. Qu'on la fasse ou qu'on ne la fasse pas, ça ne change rien. Troisièmement, oui, des méthodes de débriefing. Au jour d'aujourd'hui, il y en a 36 à 38 décrites dans la littérature. Débriefing, simulation en santé. Y en a-t-il une meilleure qu'une autre? Réponse, on ne sait pas. Il n'y a pas de preuves scientifiques qui permettent de dire qu'il faut plutôt faire ça que plutôt faire ça. Donc on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de preuve scientifique que l'une est plus efficace. Quatrièmement, c'est probablement la chose la plus importante, le débriefing doit être structuré. Extrêmement structuré. Et cinquièmement, l'approche réflexive du débriefing est largement recommandée. Bon, pas que l'approche réflexive du débriefing, même l'approche réflexive en pédagogie, l'approche réflexive dans nos études de santé, etc., etc. 4 façons de faire le débriefing, ou plutôt 3 plus 1. On peut faire du débriefing sous forme de feedback direct, on peut faire du débriefing sous forme d'auto-évaluation, ou alors effectivement cette approche réflexive qui est qu'on retrouvera largement dans la littérature. Dans les définitions même historiques du débriefing, on retrouve cette notion d'approche réflexive. Pierre Pastré, le débriefing c'est quoi? C'est d'amener les apprenants à une analyse réflexive et rétrospective de leur propre activité. Peter Dickman, une réflexion sur l'expérience commune. Fanny et Gaba,
réflexion guidée ou facilitée. Ok, débriefing réflexif. Question, est-ce que ce ne serait pas comme le monstre du Loch Ness? On y croit tous, il existe, mais est-ce qu'on l'a vraiment vu? Est-ce que cette notion de réflexion dans le débriefing, elle est vraiment là? Alors, Usebo s'est intéressé à cette chose-là. Cycle réflexif de Gibbs, 6 niveaux de réflexivité, 6 étapes dans le débriefing, première phase description, deuxième phase ressenti, troisième phase auto-évaluation. Les 3 premières phases n'amènent pas de réflexion. Quatrième phase, une phase d'analyse réflexive. Cinquième phase, une phase de conclusion alternative. Qu'auriez-vous pu faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on va modifier? Et une 6e phase, une phase de transposition, de planification pour préparer le transfert des apprentissages. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce qu'on ferait différemment? Ce sont des étudiants infirmiers de 3e année. On analyse les débriefings sur les questions des formateurs en haut, sur les réponses des apprenants en bas. Et là, surprise. Surprise, les niveaux réflexifs les plus élevés, 4, 5, 6, dans les questions des formateurs, ce n'est pas là où se situe le maximum de questions. C'est plutôt sur des phases descriptives ou d'évaluation. La phase d'analyse, moins. La phase de conclusion, un peu moins. Et vous voyez la phase de transposition, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre le transfert des connaissances? Zéro. Aucune question. Bon alors, quid des réponses des apprenants? Ah, ouf, un peu plus d'analyse. Ah, par contre, qu'est-ce qu'on a retenu? Rien. Très peu. Très peu. Parce que le rien, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place. Ah, donc finalement, cette monstre du Loch Ness, là, quand on regarde de façon objective, la réflexion, bon, alors on va aller voir ailleurs. C'est l'étude de Kilgren. Niveau de réflexion selon un cadre de référence qui est le niveau de réflexion de Fleck, de R0, description sans réflexion, R1 de la description avec un peu de réflexion. Tiens, je décris et je me pose un peu la question de ce qui s'est passé. Le niveau R2 de l'analyse réflexive. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que? Le niveau R3 de la transposition, qu'est-ce que je vais modifier, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Le niveau R4, un niveau de réflexion plus méta. Et là, c'est la douche froide. Ça, ce sont des internes en médecine. Et là, c'est la douche froide parce que, en fait, notre débriefing, oui, on n'est pas dans la réflexion, là. OK, on est dans la description. Ah oui, éventuellement un peu de réflexion dans la description. Tiens, je fais ça parce que j'ai fait tel geste parce que j'ai fait ça. Mais par contre, dans le changement, dans le qu'est-ce qui a fait que et la transposition derrière pour modifier mes pratiques, ah bon, on ne la retrouve pas. Ah, monstre du Loch Ness. Finalement, oui, on le fait tous, etc. Mais est-ce qu'il existe vraiment? Une autre façon d'aborder cette chose-là, c'est de s'intéresser finalement, et on en a parlé d'ailleurs hier matin, et on en a parlé aussi ce matin, c'est la centration, désolé de la traduction du terme, la centration du débriefing. Est-ce que le débriefing est centré sur l'apprenant ou est-ce que le débriefing est centré sur le formateur? Ce que Dismuke appelait le niveau de facilitation. Est-ce que le débriefing est à un niveau de facilitation faible, en bas, avec un formateur, un enseignant très actif dans le débriefing, ou est-ce que le débriefing est à un niveau de facilitation élevé avec le formateur est un catalyseur? Alors ça peut se présenter sous cette forme-là. Hein. Bon, de loin, le tableau est illisible. Simplement, qu'est-ce qu'on va retenir? On a d'un côté le débriefing centré sur le formateur, de l'autre le débriefing centré sur l'apprenant. Et puis il y a plein de choses qu'on aime bien. Je vais me mettre sous ce que j'aime bien. Voilà, je me mets sous ce que j'aime bien. L'apprentissage fait appel à la pratique réflexive, la co-construction de connaissances. On est dans le cas très général du socio-constructivisme. La posture du formateur, elle est implicite, on est plutôt en guidance minimale. La responsabilité de l'apprenant repose sur l'apprenant. Et finalement, c'est la fameuse phrase, je me remets devant la phrase que j'aime bien, le formateur est un facilitateur. On va garder ça en mémoire et on va quitter un peu le monde de la simulation et on va aller voir un petit peu cette notion de... Mais finalement, qu'est-ce qu'un enseignement d'un point de vue général est efficace ? Qu'est-ce qui fait qu'un enseignement, qu'un enseignant, qu'une méthode est efficace? Et pour ça, on va aller mobiliser un chercheur qui s'appelle John Hattie, qui s'est intéressé à faire de la méta-analyse de méta-analyse sur quelles sont les méthodes d'enseignement efficaces. Donc ça représente une masse de données extrêmement importante. Hein, vous voyez, plus de 60 000 études, 159 000 tailles d'effets, près de 250 millions d'élèves,
de la maternelle jusqu'à l'université. Alors, s'il fallait résumer les résultats, on pourrait résumer ça en un schéma. C'est le schéma du nombre d'effets en fonction de la taille d'effet. Alors, ce qui est en rouge là-bas, en gros, c'est ce qui non seulement ne marche pas, mais en plus qui peut entraîner un enseignement, ou plutôt un apprentissage négatif. À la fin de notre enseignement, nos apprenants en savent moins ou ont appris des choses négatives. Alors, ouf, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Deuxième chose intéressante, où est-ce qu'on met le seuil? Est-ce qu'on le met là, entre le rouge et le jaune? Est-ce qu'on le met entre le rouge et le jaune? C'est-à-dire à 0. C'est-à-dire que tout ce qui est par là, c'est efficace, tout ce qui est par là, c'est pas efficace. Alors on peut le mettre là, le seuil, ce qui fait que, ouf, pour nous aussi, quoi qu'on fasse, ça marche. Quelle que soit la méthode pédagogique qu'on utilise, quel que soit l'enseignement qu'on utilise, finalement, c'est un effet. Ça marche. Très bien, ouf. Jonathan lui propose de mettre le seuil ici, à une taille d'effet de 0,4. Tout ce qui est par là, hormis le rouge, certes ça marche, mais ça marche moins bien que là. Donc rappelons-nous notre idée initiale, notre questionnement initial, c'est qu'est-ce qu'un débriefing explicite? Donc on a envie de le mettre là. Qu'est-ce qu'un débriefing efficace, pardon? On a envie de le mettre là, plutôt que le mettre... ça marche certes, mais peut mieux faire. Alors on va reprendre un petit peu notre tableau, là, débriefing centré sur l'apprenant versus débriefing centré sur le formateur. Donc j'ai dit que j'aimais bien ça, sauf que lorsqu'on regarde un petit peu les études, ce qui marche, c'est ça. Quand l'enseignant est un facilitateur, taille d'effet 0,19. Le seuil, vous vous rappelez, le seuil, c'est 0,4. Le seuil d'efficacité. Lorsque c'est centré sur l'apprenant, 0,19. Lorsque c'est centré sur le formateur, 0,61. Ah là, je commence à être bousculé un petit peu dans mes certitudes. Quelques exemples. En haut à gauche, c'est l'instruction directe, taille d'effet 0,59. En haut à droite, c'est tout ce qui est apprentissage par investigation, taille d'effet 0,31. Là, l'enseignement par résolution de problèmes, taille d'effet 0,61. L'apprentissage par problème, 0,15. Bon, comment je vais pouvoir interpréter ça? Parce que ça ne me va pas, ça. Pas... Non, j'aimais bien ce que j'ai entendu ce matin. Bon, alors on continue. On continue, un article au titre polémique de Kirchner, paru en 2006. Pourquoi une guidance minimale durant l'instruction ne marche pas? Et l'échec du constructivisme, de l'apprentissage par problème, de l'apprentissage expérientiel, etc. etc. Oh là, ça secoue ça comme titre. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, et puis en reprenant d'autres auteurs comme Barak Rosenshine, pour des apprenants novices ou intermédiaires, les approches structurées, explicites, dirigées par l'enseignant sont systématiquement plus efficaces que des approches peu structurées, implicites, entre guillemets, je dis bien entre guillemets constructivistes, avec une guidance minimale. Voire même, chez des apprenants novices ou intermédiaires, risque d'effet négatif, en gros, lorsque on laisse l'apprenant découvrir par lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que cet effet, il va s'atténuer dès lors qu'on va avoir des apprenants experts. C'est-à-dire, lorsqu'on a des apprenants experts, ça revient au même. Une approche structurée explicite versus une approche peu structurée, implicite, centrée sur l'apprenant sont autant efficaces. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir la réponse à cet article pour le peu polémique. On va voir la réponse un an plus tard, qui finalement dit globalement la même chose. C'est-à-dire, alors ils se sont centrés sur l'apprentissage par problème et l'apprentissage inquiry. Finalement, ils ont dit non, mais attention, c'est certes, mais c'est surtout extrêmement structuré avec une place extrêmement forte de l'enseignant. Et donc, le rôle important de l'enseignant dans ces approches. Donc au-delà de l'approche réflexive, c'est l'importance de la structuration, l'importance de l'étayage, l'importance du guidage par l'enseignant. Oui, vous allez me dire, ok, mais ça c'est la littérature sciences de l'éducation, c'est très loin de notre histoire de débriefing. Nous, en fait, les auteurs historiques, ils ont dit qu'il faut faire du débriefing réflexif. Bon, alors, monstre du Loch Ness, effectivement, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de réflexion dans le débriefing. Mais est-ce qu'il y a des études qui vont dans ce sens-là?
Alors on va se poser un peu la question en mettant d'un côté du débriefing réflexif, implicite, de l'autre du débriefing explicite, centré sur le formateur. Weaver, 2015, ce sont des étudiants infirmiers deuxième année, ils sont 96. Débriefing réflexif, basé sur le modèle de Jeffress. Débriefing directif, du plus delta, plus de l'apport d'informations, sous forme de quoi? Sous forme d'une vidéo de la simulation, mais faite par des experts. Voilà comment il faut faire. Et on mesure quoi? On mesure la satisfaction, la confiance en soi et le jugement clinique. Satisfaction, pas de différence. Confiance en soi, le débriefing directif est plus efficace, mais en tendance. Par contre, jugement clinique, le débriefing directif est plus efficace. Lemke. Ça, ce sont des équipes pluriprofessionnelles de pédiatrie, donc des experts. Débriefing réflexif, c'est l'advocacy inquiry. Débriefing directif, le rapid seek deliberate practice, qui est une technique de débriefing avec feedback direct, remise en situation et apport d'informations, donc très centré formateur. Mesures comportementales, analyse des vidéos, des simulations, immédiate à 3 mois, résultat, pas de différence. Sauf une. Sur la gestion des facteurs humains en équipe, le débriefing directif est plus efficace. On continue. Kim, ce sont des étudiants de 4e année de médecine. D'un côté, une méthode de débriefing directif, la SSD, de l'autre, une méthode de réflexif, et de l'autre, une méthode de débriefing directif, la FCF, sous forme de feedback focalisé correctif. On mesure le travail en équipe, on mesure l'efficacité clinique, immédiat, en pré-test, post-test, pas de différence. On continue. Ce sont des internes de pédiatrie, débriefing réflexif sur le débriefing standard, sur le modèle standard de débriefing réflexif, un débriefing directif avec le RCDP. Mesure confiance en soi, mesure comportementale, analyse des vidéos de simulation, en immédiat à 4 mois. En immédiat, le débriefing directif est plus efficace. À 4 mois, la progression entre l'initial et le final est plus efficace pour le réflexif. Ouf. Mais par contre, pas de différence entre les groupes. Enfin, la dernière, elle est très récente. Elle a été publiée il y a 2 mois. Ce sont des internes de pédiatrie, même chose, un débriefing réflexif qui est basé sur le modèle Pearls et un débriefing directif sur le RCDP. On mesure les connaissances, on mesure les comportements, on mesure des temps critiques. C'était du choc septique, donc sur le remplissage et les antibiotiques. En pré-post, 4 mois. En post-immédiat, pas de différence sur les connaissances. En termes d'efficacité clinique, de comportemental, le directif est plus efficace. Sur les temps critiques, pas de différence sur un des 2 temps. Sur l'autre temps, sur le remplissage, le directif est plus efficace. À 4 mois, à distance, pas de différence sur les connaissances. Pas de différence entre les groupes sur le comportement. La progression, par contre, est en faveur du débriefing directif. Pas de différence sur les temps critiques. Finalement, on n'y croyait toujours pas, donc on a voulu faire comme saint Thomas, on est allé voir. On l'a fait nous-mêmes, on a testé nous-mêmes. On a testé nous-mêmes en construisant une méthodologie de débriefing construite sur l'enseignement explicite et les données de Barak-Rosensham. Alors de façon très simple, c'est revoir les connaissances antérieures, c'est être extrêmement explicite, extrêmement actif, présenter le contenu de façon explicite, vérifier régulièrement l'apprentissage, vérifier que le contenu est maîtrisé, donner des feedbacks fréquents, avoir une pratique guidée explicite, bref, énormément d'étayage initialement, puis peu à peu, un étayage qui va s'atténuer. Ce sont des étudiants infirmiers, ils sont 136, un groupe contrôle, pas de débriefing, et 3 groupes expérimentaux sur lesquels on va faire varier la partie de description et la partie d'analyse, soit explicite, soit implicite. Les résultats, il faut regarder la pente des courbes. Le débriefing est efficace lorsque l'analyse est réalisée de façon explicite et non pas implicite, réflexive. Au passage,
l'inverse de ce que disait Georges Chalvaudy tout à l'heure, ça c'est le groupe sans débriefing. La simulation, sans même débriefing, entraîne un apprentissage, par apprentissage expérientiel et par feedback de la simulation directement sur les apprenants. Sur le sentiment d'efficacité personnelle, effet du débriefing, mais plus d'effet des groupes. On a fait la même chose avec des enseignants experts, des équipes d'urgence. Connaissance, prise en charge de l'arrêt cardiaque, sentiment d'efficacité personnelle. Pas de différence. Donc effectivement, chez les apprenants experts, que l'on fasse du réflexif ou du directif, ça ne change rien. Donc les conclusions de tout ça au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on essaye d'agglomérer un petit peu, cette notion de réflexivité dans le débriefing, mais lorsqu'on la mesure finalement en monstre du Loch Ness, ce que nous dit tout un pan de la littérature en éducation, et puis ce que nous disent les études plus spécifiques qui ont été faites concernant le débriefing. Alors, l'impact du débriefing varie en fonction d'un certain nombre de paramètres, ça on le savait, c'est rien de nouveau. Ça varie en fonction du type d'apprenant, ça varie en fonction du style de débriefing, ça varie en fonction de la culture des apprenants, ça varie en fonction de vos objectifs, etc. etc. Par contre, que retenir? Finalement, le débriefing explicite est plus efficace chez les apprenants novices ou intermédiaires, notamment en formation initiale. Pour des apprenants experts, type formation continue, équipe pluriprofessionnelle, que l'on fasse de l'implicite réflexif ou de l'explicite centré sur le formateur, il n'y a pas de différence. Donc finalement, si on agrège tout ça, le fameux débriefing implicite réflexif, il ne semble pas plus efficace, voire moins efficace pour nos apprenants novices. Donc probablement qu'il y a un bénéfice à développer des procédures explicites de débriefing plutôt que de procédures implicites, et notamment pour nos étudiants novices. Alors ça questionne sur justement l'activité du formateur, ça recentre sur l'activité du formateur. Et la fameuse phrase « le formateur est un facilitateur », ça questionne. S'il fallait illustrer un petit peu sous forme de conclusion, le débriefing c'est le cheval, le capinet ad hoc c'est le débriefeur. Attention, sous prétexte de vouloir faire du débriefing réflexif, de ne pas avoir ça. C'est-à-dire finalement un formateur qui est facilitateur, qui pose 3 questions, voilà. Ça se débrouille, on est tout content, ils discutent entre eux, mais finalement ils discutent. Le débriefing il se continue, le formateur il court après, il ne contrôle plus rien du tout, et à la fin, qu'est-ce que vous retenez? Qu'il faut communiquer. En fait, ils ne retiennent rien du tout. On a bien discuté, mais ça n'a servi à rien. En fait, le débriefing c'est plutôt ça, c'est un formateur qui contrôle parfaitement son débriefing, de manière extrêmement explicite, de manière extrêmement active, finalement un débriefing centré sur le formateur, dans le sens où il va contrôler tout ce qui va se passer dans le débriefing. Voilà, c'est quelques éléments que je voulais partager avec vous pour essayer de faire un petit peu le point sur ces notions de débriefing au jour d'aujourd'hui. Finalement, il y a plein de méthodes de débriefing. À la question qu'est-ce qu'un débriefing efficace, les réponses sont plutôt floues. Il doit être structuré et probablement explicite. Je vous remercie de votre attention.